BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité, c'est Christos Doulkeridis, qui arrive un peu essoufflé, visiblement. Bourgmestre d'Ixelles, membre du parti écolo. La gratuité de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un mythe ou c'est une réalité ? Ça devient une réalité, heureusement, enfin, progressivement. Alors, la fédération, je reprends mon souffle 2 secondes. Oui, décalez-vous un tout petit peu sur votre gauche, si vous pouvez. Voilà. L'interdiction de demander des frais scolaires, ça s'applique cette année aux premières maternelles dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est une règle de base pour les premières maternelles. À Ixelles, vous avez décidé d'aller un petit peu plus loin, de participer aux frais scolaires, exact ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a décidé d'anticiper, en fait, cette entrée progressive qui a été décidée par la fédération Wallonie-Bruxelles. Il y avait eu un travail lors de la précédente législature, et je salue l'initiative qui a été prise de dire progressivement la gratuité qui est finalement normalement dans les textes, elle va devenir concrète. À Ixelles, nous avons décidé d'anticiper, de faire en sorte que tous nos élèves dans les écoles maternelles et primaires reçoivent la gratuité pour tout le matériel scolaire qui est exigé en début d'année. C'est un effort très important, donc on anticipe la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire que nous mettons de l'argent communal pour pouvoir faire en sorte que toutes ces dépenses qui ont lieu essentiellement au mois de septembre, mais aussi parfois quand on demande aux l'année, parents de participer, un certain nombre de frais de fourniture, quoi. Voilà, donc, ça veut dire qu'à Ixelles, les parents, dans les écoles publiques de la commune, ils ne payent plus rien ? Ils ne payeront plus rien à partir de la rentrée de 2020. Et on va un peu plus loin parce qu'on se rend compte aussi que pour les repas scolaires, ça c'est une deuxième mesure que nous avons prise. D'une part, nous allons faire en sorte que pour tous les élèves, ils deviennent de plus en plus qualitatifs. Donc la part de bio va augmenter dans les marchés publics. Mais par ailleurs, nous avons pris la décision que pour les écoles à discrimination positive, à encadrement différencié, celles qui font en sorte que, en fait, on a constaté qu'elles concentrent des familles qui ont les revenus les plus bas, puissent avoir aussi la gratuité des repas. Donc, c'est-à-dire que les repas chauds dans ces écoles-là deviennent entièrement gratuits. Ils sont entièrement gratuits pour toutes les écoles de la commune, qu'elles soient communales ou autres, qui ont ce label d'encadrement différencié qui... Ce qu'on appelle autrefois la discrimination positive. Chaque année, la Fédération Wallonie-Bruxelles établit les écoles où les familles sont les plus pauvres. Or, on sait, toutes les études sur la pauvreté le montrent, qu'avoir un repas chaud, tout simplement par jour, pour beaucoup de familles, ce n'est pas le cas. C'est une mesure qui entre en application quand, Christos Doulkeridis ? La commune prend ses responsabilités. Cette mesure, elle rentrera aussi en œuvre en 2020. Donc ça a été décidé dans le budget qu'on vient d'adopter au mois de décembre. Ce sont 2 mesures sociales et écologiques qui sont extrêmement importantes, qui sont cohérentes aussi par rapport à la mission publique que nous, on estime avoir quand on est responsable d'écoles publiques. En 2020, c'est-à-dire en septembre 2020 ? Pour le matériel, c'est à partir de septembre, effectivement. Pour les repas chauds, je pense que ça pourrait entrer en mesure plus tôt. Ça veut dire que dans le courant de l'année, avant la fin de l'année scolaire, il y a des écoles où on ne payera plus le repas chaud, ça deviendra gratuit. Vous avez budgété 80 000 euros, c'est ça ? 80 000 euros. Et ça concerne 1300 élèves. C'est l'estimation que l'on fait à ce stade. Il faut savoir qu'à côté de ça, même dans les écoles qui ne sont pas encadrement différencié, lorsque les familles nous contactent et nous disent « Écoutez, ce type de frais, nous, on ne sait pas l'assumer », il y a parfois aussi des aides qui sont apportées par la commune pour justement faire face et se dire que avoir au moins un repas qualitatif chaud par jour pour nos enfants, c'est le minimum qu'on peut leur offrir. Donc 80 000 euros pour le repas chaud dans les écoles différenciées, 200 000 euros globalement pour favoriser une nourriture bio dans l'ensemble des établissements scolaires de la commune. Et on a parlé des frais scolaires. Vous ne mettez pas le budget dans le rouge avec toutes ces mesures ? Non, parce que à côté de ça, il y a d'autres dépenses auxquelles on doit faire face. La situation, il faut se rendre compte. Il y a 3 millions de plus pour le budget du CPS. Mais voilà, le CPS qui, lui... L'opposition et maire parle de rage taxatoire à Ixelles. Et c'est vrai que vous avez augmenté le précompte immobilier. Oui, c'est-à-dire qu'on a touché sur un des curseurs de taxation, qui est le précompte immobilier. Il faut savoir que pour 40% des propriétaires qui occupent leurs biens, il n'y aura strictement aucune différence. Et certains vont même avoir des dépenses en moins, parce qu'ils paieront moins en précompte immobilier qu'avant. Et il y a une partie où ils vont avoir une augmentation, c'est-à-dire pour les maisons qui sont vraiment les plus chères de la commune, une augmentation qui pourra aller en moyenne jusqu'à 100 € par an. Excusez-moi, mais je ne pense pas que ce soit ça la rage taxatoire qu'on
on occupe déjà un bien qui est extrêmement cher, d'avoir une petite augmentation de 100 € par an, c'est-à-dire c'est quelques familles seulement. Et le budget reste à l'équilibre. Le budget de la commune. Avec ça, c'est un budget qui est à l'équilibre et qui permet justement de mener des politiques importantes pour une commune comme la nôtre, qui est parfois présentée comme une commune très riche, mais qui a aussi des publics qui sont moins favorisés, et pour mener aussi des politiques écologiques qui sont positives pour l'ensemble de la population. Vous êtes le bourgmestre. Est-ce que votre premier échevin, il va rester à Ixelles, ou est-ce qu'il va faire une campagne électorale en République de Guinée? Il va rester à Ixelles. En tout Donc cas, là, c'est une formule affirmative. Écoutez, on parle de Béa Diallo, dont on a beaucoup spéculé hier sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle en République de Guinée, en Guinée-Conakry. Alors, Béa Diallo est quelqu'un de très engagé, sur tous les plans. Il est engagé en Belgique. Moi, je le vois en tant qu'échevin. Il se mouille toujours, et en particulier par rapport à la jeunesse, parce qu'il y a un message d'espoir qui doit être apporté. Il faut chaque fois lui donner une chance. C'est vrai c'est son origine guinéenne. Il est en contact avec ce pays. Il a fait un gala de boxe pour pouvoir soutenir, récolter des fonds par rapport à l'Afrique et par rapport à cette région. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a été accueilli avec beaucoup de personnes dans un contexte qu'on connaît mal ici. La Guinée est dans un contexte politique très particulier. Il a quand même laissé entendre, Christos Zoukouridis, qui pourrait être candidat à l'élection présidentielle. Il ne l'a pas exclu. Il a fait un post hier soir. Il a fait un post hier soir en disant non, je ne suis pas candidat, exactement, mais je reste à l'écoute et je pourrais peut-être l'être un jour. C'est un peu inconfortable, non ? Non, c'est pas inconfortable. Je pense que ce qui est très clair avec Béa Diallo, et c'est lui-même qui le dit, c'est que si un jour son destin fait en sorte que il estime qu'il doit plutôt mener un combat positif comme il le fait dans son pays d'origine, évidemment qu'il laissera tomber complètement ses mandats ici, c'est tout à fait cohérent. Le jour où il est candidat, il n'est plus échevin à Ixelles. C'est tout à fait normal et c'est lui-même qui le reconnaît spontanément. Vous avez eu une conversation avec lui hier. Oui. Ouais. Il est conscient que ça a semé un petit peu le trouble les mois à Ixelles et même dans l'ensemble de la région bruxelloise. Il a été, je pense, vraiment touché par l'accueil qu'il a reçu et qu'il a peut-être été dépassé aussi par l'émotion qu'il a dû ressentir dans un pays qui vit des moments extrêmement difficiles, comme beaucoup de pays africains malheureusement. Et voilà ce qui peut expliquer aussi qu'on a cette communication dont on aurait pu se passer, parce qu'elle apporte un peu de cafouillage, mais je pense que la cohérence et son engagement à dire « je suis échevin à Ixelles, je le resterai, si je fais un autre choix, évidemment que je démissionnerai ». BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve donc Christos Zoukouridis, bourgmestre d'Ixelles. Christos Zoukouridis, d'abord, Airbnb, c'est un problème pour la ville de Bruxelles, ça peut l'être aussi pour la commune d'Ixelles. Il y a beaucoup de locations Airbnb sur votre territoire. C'est un problème pour toute la région, c'est un problème pour beaucoup de grandes villes partout dans le monde. Et chacune de ces villes essaie de trouver des stratégies pour pouvoir réagir. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça fait effectivement une concurrence, comme l'a dit Anne Persons, sur le logement. Or, le logement coûte déjà extrêmement cher dans nos communes. Ça veut dire que plus de logements sur Airbnb, c'est moins de logements pour les Bruxellois. Oui, en particulier lorsque des promoteurs achètent carrément une maison entière pour la louer sur le site de Airbnb. Alors, nous essayons de combattre cela. Nous faisons des vérifications avec l'urbanisme. Nous faisons des vérifications avec les autres services. Et donc, on tiendra certainement compte de l'évaluation du travail qui sera fait par la ville de Bruxelles pour voir si on doit mettre en place d'autres dispositifs pour être plus efficace par rapport à ce combat qui, en fait, n'est pas un combat contre, mais qui est un combat pour permettre d'avoir davantage de logements qui sont accessibles à une population qui a envie de vivre en ville. Il y a déjà eu des amendes ou des conflits avec des propriétaires à Ixelles sur ce terrain-là, ou pas encore ? Il y a des conflits en termes de permis. On refuse des permis, on refuse de donner des autorisations, par exemple, pour exploiter des logements en hébergement touristique type Airbnb, lorsque effectivement il n'y a pas de permis d'urbanisme, lorsqu'on constate qu'il y a des bâtiments entiers qui sont transformés pour aller dans cette affectation-là. C'est aussi une concurrence par rapport au secteur hôtelier plus classique qui n'est pas acceptable. Et donc, je crois que là-dessus, nous rejoignons un peu l'action que toutes les autres villes dans ce monde ont par rapport à cette plateforme qui est un peu... l'équivalent d'Uber, mais dans le domaine de l'hôtellerie. Voilà, où ils ne sont pas présents ici et que c'est une plateforme internationale et les combats par rapport à ce type de plateforme sont particulièrement peu évidents. Alors, il y a des états généraux de la sécurité routière aujourd'hui. On recevra tout à l'heure un nouveau collectif qui veut lutter à l'échelle de la région, cette fois-ci, sur la sécurité routière. Je voudrais d'abord vous interroger sur les zones 30, puisque c'est une thématique un petit peu voisine. La concertation a commencé entre la région bruxelloise et les communes. À Ixelles, on veut un maximum de zones
zone 30 ou vous avez l'idée que certains grands axes vont devoir rester en 50 voire en 70 km/h? Moi, je pense que ce qui devient vraiment cohérent et confortable, ça sera de parler de ville 30, comme l'a fait d'ailleurs la ministre Elke van den Brand. On va avoir pour nouvelle norme le fait que l'ensemble de la ville soit plutôt une ville à 30 km/h. Voilà, mais il y aura des exceptions. Inverser donc les règles, il y aura des exceptions où on pourra soit aller moins vite. Par exemple, la chaussée d'Ixelles, c'est pendant certaines heures à 20 km/h, donc moins que 30 km/h. Et d'autres artères où il est plus cohérent, où il est plus acceptable d'être plutôt à 50 km/h, par exemple. Sur le territoire de votre commune, mais il y aura des grands axes à 50 ou à 70 ? Mais il y en aura probablement, on est en train de travailler là-dessus. Vous pouvez nous dire lesquels ? Pas à ce stade, mais ce qui est important, c'est de se dire que pour le confort aussi des automobilistes, c'est qu'il y ait une règle générale qui devienne celle des 30 km/h pour qu'on ne soit pas dans un cafouillage pour savoir à quelle vitesse on doit conduire. Ça sera plus positif en termes de sécurité, parce qu'on sait très très bien que les accidents qui ont lieu à 30 km/h sont graves, mais moins graves que ceux qui peuvent avoir lieu à une vitesse supérieure forcément, et positif évidemment au niveau de la pollution. Pour que ce soit une réalité, ça veut dire qu'il faut soit des aménagements urbains avec des chicanes ou des ralentisseurs, soit des contrôles et de la répression. Vous allez pouvoir faire ça d'ici le mois de janvier prochain à XL ? C'est compliqué, c'est la raison pour laquelle nous soutenons une demande qui est adressée aussi, encore une fois, à la région, pour qu'elle permette d'assouplir toutes les procédures qui visent à justement faire en sorte qu'on soit cohérent au niveau de la mobilité. Tous les permis qui sont aujourd'hui nécessaires pour faire des aménagements qui sont pourtant positifs pour le collectif, je veux dire ajouter des chicanes, changer certains revêtements. Là, vous demandez que les permis soient délivrés plus vite. Mais beaucoup plus vite, et qu'en tout cas les procédures soient un peu plus simples lorsqu'il s'agit de répondre à des objectifs généraux qui sont par exemple la verdurisation de la ville, la possibilité d'améliorer la mobilité. En fait, aujourd'hui, lorsque vous voulez refaire une rue à l'identique, c'est-à-dire avec moins d'arbres et avec, encore une fois, surtout une voie qui sert à la circulation automobile, ça va beaucoup plus vite que lorsque vous voulez améliorer cette voirie-là pour pouvoir y mettre des arbres. Ou donc là, il faut que la région simplifie les procédures. Et je sais qu'ils en sont conscients et qu'ils ont envie de travailler dans cette direction. Ça nous permettra d'être beaucoup plus rapide, de travailler en bonne intelligence avec le niveau régional. Une dernière question. Il y a eu une opération propreté à Matongué en début de semaine, c'est il y a 3 jours. On a tout nettoyé. On va faire ça pendant 6 semaines. C'est-à-dire que pendant 1 an, on a travaillé beaucoup sur la prévention, sur l'information. Mais à un moment donné, on se rend bien compte que ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on sait très bien que la propreté, c'est-à-dire le fait d'avoir un environnement, un espace dans nos quartiers qui soit un peu correct, est une priorité pour beaucoup de personnes. Et c'est normal. Et donc, dès lors que toutes les campagnes de sensibilisation et d'information n'ont pas suffi, pendant 6 semaines, tous les jours, on va avoir des agents constatateurs, on va avoir des policiers qui vont